fin de la journée, on referme à la main les élèves et l'ensemble s'arrête complètement. Donc ça permettait de réguler cette turbine tout au long de la journée. Alors celle-ci c'est un peu différent, celle-ci vous avez deux pistons, un piston haute pression et un basse pression. Et donc la machine va utiliser les deux pistons à chaque tour pour mouvoir les deux volants. Donc vous avez une machine qui est beaucoup plus régulière, vous voyez là c'est la pression réelle du compresseur, je suis environ à 4 bars. Quand on va tourner, on ne va pas descendre en dessous de 3 bars. Très peu d'air. On mettait un bandage sur un des deux volants et où on entraînait soit ici battant, soit un atelier, par l'intermédiaire d'arbre de transmission qui traversait tout l'atelier. Ça c'est pour vérifier que personne ne dort. Est-ce qu'en principe les gens vont visiter Bohain le matin, ils mangent au restaurant Dauphin le midi, et ils arrivent ici, ils sont en pleine digestion. Alors le sifflet, c'était pas anodin. Un coup de sifflet, ça veut dire attention les compagnons, retirez bien les mains de toutes les courroies, de toutes les machines, pour pas vous faire prendre, vous abîmer les mains. Et 2 coups de sifflet, ça veut dire que c'était l'heure de fin de journée et l'heure d'aller manger. Voilà. Alors donc ici, cette machine, c'est un moteur qui va de 1905. Vous avez un piston qui va donc se balader dans ce cylindre d'un côté à l'autre. Et vous avez 4 distributeurs, on peut appeler ça des robinets, qui vont s'ouvrir alternativement pour laisser entrer et sortir la vapeur. Donc quand vous avez le piston qui est ici, on ouvre le robinet en haut pour faire rentrer la vapeur. Celui du bas s'ouvre pour échapper la vapeur. Quand on ouvre dans le sens, on ouvre celui-ci et on l'échappe en bas. Et c'est sans arrêt. Ici vous avez un régulateur de voie, donc James Watt a inventé ce principe-là, c'est une de ses grandes inventions. C'est le régulateur en augmentant la vitesse, les sphères vont s'écarter. Quand ils vont s'écarter, il y a un système de biais qui va venir agir sur ces 2 marteaux qui vont eux-mêmes s'appuyer sur les lamelles en laiton. Ça va avoir comme conséquence de débrayer la machine. L'air, enfin la vapeur ne va plus rentrer, la machine va diminuer en tour, les sphères vont se resserrer et à nouveau, ça va recommencer. C'est le principe. Alors, la deuxième machine, le sifflet est un peu plus enroué. Voilà. Là, quand le piston et la bielle ne sont pas en bonne position, eh bien, sur celle-ci, j'arrive à grimper dans le volant pour pouvoir mettre en position de démarrage. Celle-ci, j'arrive pas encore, même si je mange bien le midi, ça fait quand même 7 tonnes et demie. Donc on a une autre solution, c'est ce qu'on appelle un vireur. Un vireur, c'est un petit pignon qui va venir s'engrainer dans le pignon que vous avez ici et qui va permettre, en actionnant un levier, de positionner ce volant au point de démarrage. Alors, je ne garantis pas le nombre de tours. Le problème, c'est que là, en ce moment, la température redescend, donc l'huile est beaucoup moins fluide. Ça fait que c'est vraiment tributaire de la fluidité de l'huile. Et là, on fait 2, on verra, 2-3 tours. En plein été, en plein mois d'août, elle tourne en continu. Alors ici c'est une petite pièce, c'était pour répondre aux gens qui nous posaient toujours la même question. C'est bien, vous avez des moteurs, mais ça sert à quoi? Alors effectivement ça sert d'une part à entraîner un alternateur ou une dynamo pour produire l'électricité, ça c'est la première solution.
Mais la deuxième solution, c'est d'utiliser l'énergie en direct, à savoir d'un moteur à vapeur que vous avez au fond, on entraînait avec une courroie un arbre de transmission, et en fonction de la puissance du moteur, on pouvait entraîner une, deux ou trois machines dans un atelier. Alors bien sûr, les machines sont un petit peu serrées, un atelier musée c'est un peu plus vaste. Bernard, Sichuan, c'est vraiment le moteur qui a inondé la France agricole entre les deux guerres mondiales. Et en particulier, celui-ci est arrivé dans les années 40. C'est vraiment le moteur passe-partout, c'est-à-dire qu'il pouvait entraîner aussi bien une scie circulaire qu'un moulin à farine, qu'un broyeur à pommes, enfin tous les instruments de la ferme. C'est un des moteurs les plus fabriqués qu'il y a eu en France. Je vais vous faire tourner un autre moteur, celui-ci il est intéressant, c'est un CRS. Il est intéressant pour sa distribution. Alors vous avez ici deux mascottes qui vont s'écarter avec la vitesse de rotation et qui vont pousser ce renvoi à 90 qui va lui-même pousser la lamelle qui est ici. En poussant la lamelle, ça va empêcher l'admission de l'air et de l'essence. Donc le moteur va ralentir. À nouveau la lamelle elle va se remettre en position, donc on va réaccélérer. Vous allez voir, un système de régulation qui est vraiment simple mais efficace. Si vous voulez l'arrêter, il suffit de laisser la lamelle bloquer et à ce moment-là, le moteur va ralentir et va s'arrêter. Alors c'est un moteur captant essence, c'est-à-dire que ça n'explose que tous les 2 tours. C'est pour ça que vous avez des volants d'inertie qui sont assez mastodontes pour pouvoir justement continuer à entretenir ce mouvement. Sinon le moteur il s'arrêterait et calerait.
Alors on va commencer par les moteurs diesel. On va remonter le temps, on va commencer par un moteur des années 50. C'est un moteur au départ c'est plutôt un moteur de bateau. C'est un moteur qui fait 100 chevaux à 1000 tours. C'est un moteur du vent français, fabriqué à Valenciennes, dans le nord de la France. Alors, comme je dis, c'est au départ un moteur de bateau, oui, parce qu'à l'origine, il était utilisé, non pas sur un bateau, mais dans une station France Télécom, pour actionner avec un alternateur. C'était un groupe électrogène qui permettait de prendre le relais quand il y avait des coupures EDF au niveau de tous les petits relais téléphoniques, parce que maintenant on a des cartes informatiques, mais à l'époque c'était des petits relais électriques qui fonctionnaient grâce à l'électricité. Donc ce moteur-là prenait le relais et permettait d'avoir de l'électricité. Donc dans un premier temps, il faut vérifier si le moteur est bien positionné pour le démarrage, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc dans ce cas-là, on ouvre les décompresseurs, parce que vu la cylindrée, on ne fait pas tourner facilement. Donc on ouvre ici les culasses. Voilà. Ensuite, on a un axe qui permet de positionner le volant au point de démarrage. On a une petite pompe ici, une pompe ponjatique qui permet de mettre sous pression tout le circuit hydraulique du moteur. Donc là, ça permet d'avoir de l'huile avant de démarrer à sec. On démarre avec de l'huile sur tous les paliers. Là, on ouvre l'air comprimé. Donc là, on a 12 barres de pression pour le démarrer. Et puis là, vous êtes prêt à faire un petit tour de Douvres, faire un petit tour en Angleterre par exemple. C'est parti. Et on part sur 2 tours. 2 tours d'air et puis après 6 tours normalement. Là il tourne aux alentours de 50 tours par minute, mais imaginez quand il tourne à 220 tours, ça secoue un peu plus. Et là on peut pas, on a monté nous à 100 tours, à 100 tours ça commence à vibrer, et surtout il se déplace, donc ça fait des ordres. Voilà, donc là il est arrêté. Et surtout quand il va s'arrêter, il faut que je le mette tout de suite au point de démarrage, parce que tant qu'il y a de l'huile sous les paliers, ça bouge pas mal, mais quand il n'y a plus d'huile, c'est les 4,6 tonnes que je dois tirer.